Le déclic est parti de la volonté de me faire connaître. C'est très 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 douloureux. J'ai eu des nuits blanches. C'est comme si tu as ton enfant et on te vole ton enfant. Tu sais qu'il a envie, il est quelque part, mais tu ne peux pas le prendre. J'ai produit des maillots avec le nom des gens derrière qui n'ont jamais récupéré. Parce qu'on n'est pas allé plus loin que ça, alors qu'ils ont commandé. L'argent même pour les poursuivre, il n'y a pas pour produire. C'est pas bien me concentrer. J'espère que vous allez bien. Je vous salue avec un grand sourire aujourd'hui. Et tenez-vous bien, j'ai une excellente nouvelle. Comme invité dans ce podcast exceptionnel, j'ai à mes côtés Arthur Bella Nguessan, ce jeune entrepreneur qui s'est distingué. Vous le savez, c'est le gérant de ABN Group, une entreprise de communication visuelle qui produit depuis 2018 des tenues professionnelles dans de gros cartons. Je citerai juste pour l'exemple le maillot supporter officiel et le maillot Aquaba que nous connaissons tous, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais également qui a un rayonnement dans la sous-région. Arthur Bella Nguessan, bienvenue. Tu vas habiller cette émission de ton expérience, puisqu'on parle de maillot. Tu vas habiller cette émission de tes couleurs de ton vécu, mais aussi de ton parcours, de tes principes, des anecdotes qui justifient ton succès et déjà même ta légende, parce que tu es porté justement par beaucoup de grands noms en Côte d'Ivoire. Il y a toute une histoire derrière ça. Bienvenue dans le podcast pour ceux qui osent. Et tu as osé. D'ailleurs, parlons d'audace, Arthur Nguessan. Quelle est ton approche, ta définition de ce terme, ce vocable important dans le succès d'entrepreneur? Bonjour Jean-Michel, merci de me recevoir. Écoute, oser pour moi, c'est faire quelque chose que certaines personnes ne voudront pas faire, tout simplement. C'est de mettre de la hargne lorsqu'on décide de le faire. Et c'est d'être fou. Tu as été entrepreneur depuis le bas âge, Oui. je dirais jeune âge peut-être, Oui. l'âge adolescent, 12 ans, 13 ans, c'était déjà les premières initiatives. C'est de famille? Ouais, on va dire ça. Mon père, il a fait plusieurs choses. Voilà, c'est un battant. Aujourd'hui, il a 83 ans, il tient debout. Il est toujours en train de vouloir faire des choses pour ses arrière-petits-enfants. C'est surprenant ça, 83 ans, il est Ouais. toujours opérationnel Il dans boit les toujours affaires. sa bière. Ouais. Tu suis cette race? C'est une inspiration pour toi? Je C'est veux un dire, mentor? ouais. Il t'a conseillé? Alors, pas conseillé parce que, bon, je veux dire, nous ne sommes pas dans un pays où la communication est facile de père en fils, mais on observe beaucoup et je pense que c'est dans le sang, tout simplement. Alors, tu es en touche-à-tout, quasiment un multicarte. Avant d'arriver à ce stade d'entrepreneur dans le textile, il y a eu tout un itinéraire. Quel a été ton parcours? Alors, il faut dire que je suis délégué médical de formation. J'ai exercé en tant que commercial dans une entreprise d'imagerie médicale de 2011 à 2013 pratiquement. Et après, j'ai dû basculer dans l'agriculture par la force des choses. Et pourquoi dans l'agriculture? Parce que je côtoyais des personnes qui avaient des difficultés à mener à bien leurs projets agricoles. Vous savez, c'est commun. Vous êtes à Abidjan, vous avez des activités qui vous prennent, vous n'avez pas forcément le temps de pouvoir partir sur le champ. Donc vous envoyez de l'argent régulièrement à un neveu, à un cousin ou à quelqu'un, soit une entreprise carrément. Et malheureusement, le jour où vous décidez de partir visiter la parcelle, il n'y a rien qui est fait comme avait annoncé et tout ça. Donc, dans le temps, je bossais avec un prédicateur canadien, j'étais son représentant Afrique francophone et qui rencontrait des personnalités. Et lors d'un échange avec une personnalité du pays, cette personne a confié qu'elle avait besoin de quelqu'un de confiance, de personne qui pourrait lui faire des points, mais c'était une mission champêtre et tout ça. Donc voici dans quelle situation mon boss de l'époque me met en contact avec cette personnalité qui dit qu'en Côte d'Ivoire, en tout cas lui, de toutes les personnes qu'il côtoie, voici sa personne de confiance. Et voici comment il m'introduit. Et donc lui-même, il établit un contrat de travail avec la personne pour lui dire, vous lui donnez un véhicule, vous lui donnez une partie de votre parcelle, je suis sûr qu'il pourra vous faire votre chiffre et votre objectif. Et il me met devant les faits accomplis. Donc, j'avais la possibilité, bien évidemment, de refuser, mais je me suis dit, vu la confiance que cette personne me fait depuis qu'on a commencé à collaborer ensemble, je ne pouvais pas la décevoir. Et donc, j'accepte l'offre.
Je commence à... Donc, naturellement, quand on rentre dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, la seule chose à faire, c'est de se former, c'est de découvrir. C'est vrai, on a beau être autodidacte, mais l'idée derrière, c'est d'atteindre les objectifs, ce pourquoi nous sommes là. Donc, je me rapproche des personnes qui sont dans le domaine de l'agriculture, en l'occurrence les VA. Je me forme, je me fais accompagner de personnes qualifiées. Et voilà comment on mène à bien le projet de la dame qui sort très satisfaite et qui me recommande encore d'autres personnes. Donc pendant que je travaillais en tant que délégué médical, je partais une fois chaque 2 semaines sur la parcelle à plus de 380 km d'Abidjan. Et je l'ai fait pendant un certain moment et vu le nombre qui s'accroissait des personnes qui venaient à chaque fois me confier des parcelles, je me suis dit pourquoi pas créer une entreprise de gestion de patrimoine agricole. Et je me consacrais totalement à ça. Délégué médical, ça me prenait du lundi au vendredi, souvent un samedi sur 2, pour un salaire qui n'avait rien à voir avec une fois sur 2 semaines. Donc je me dis j'avais suffisamment de temps pour pouvoir me consacrer non seulement à cette nouvelle occupation, qui était plus ou moins aussi une passion parce que j'ai été scout, j'ai aimé la brousse, voilà, les frais, les purs, voilà, il n'y a pas mieux quoi. Donc voici comment je me retrouve en tant d'être, je dis quelque part, planteur. Et donc l'aventure se passe très bien et voilà. D'accord. Donc tu as touché au secteur médical, oui, au secteur agricole. Oui. Et puis tu t'es retrouvé au textile. Voilà, comme par un concours de circonstances dans le domaine textile. Comment s'est fait ces basculements? Alors il faut dire que c'est des choses qui se sont faites de façon naturelle. Parce que, comme j'ai dit, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat jeune. Moi, peu importe ce que vous me confiez, si j'accepte, je le fais à 1000%. Ça part d'un principe d'accepter déjà la mission. Et une fois que j'accepte la mission, je me donne tous les moyens pour y parvenir. Alors, comment tu découvres cette mission de textile? Oui. Alors, il faut dire que j'appartiens à un club service qu'on appelle le Rotary. J'étais rotaraxien, donc c'est les petits des rotariens. Les amis ont vu en moi quelqu'un qui aimait les choses bien faites, qui aimait bien se vêtir. Et donc, on devait représenter la Côte d'Ivoire au Mali, c'était en 2018. Il était question de prendre la tête d'une commission qui avait été créée sous mesure pour moi. C'est une commission qu'on appelait Art, Culture et Design. Donc dans Art, Culture et Design. Lors des assemblées conférences du district, c'est un rendez-vous annuel où dans le district, il y a 10 pays. Et les 10 pays se retrouvent dans un pays où il y a le gouvernorat. Le principe de ces assemblées conférences du district, c'est pour valider les tests, pour faire un certain nombre de choses. Et vu qu'on se retrouve avec différentes cultures, on a une soirée culturelle. Vous avez ceux qui ont fait l'université, ceux qui ont étudié dans les écoles à l'étranger. Il y a toujours une soirée culturelle où il y a des défilés de mode, la Miss, voilà, concours de chant, poésie et tout. Et moi, j'étais le responsable qui devait en fait valoriser tout simplement la Côte d'Ivoire le jour de cette conférence annuelle. Et à la clé, il y avait des prix. Donc, je réfléchis déjà à un scénario pour pouvoir faire un défilé, mais un défilé pas comme les autres. Après ça, il y avait concours de danse. C'est chez moi à la maison qu'on a préparé. J'étais même le coach de danse. Enfin, pour vous dire que j'ai pris la commission à bras le corps. Et je décide de faire en fait un t-shirt que j'ai dénommé Intégration. Comme je vous ai dit, dans la délégation, il y a 10 pays. Dans les 10 pays, chaque pays africain a un pagne typique à ce pays-là. Donc, ce qui fait que quand on part du côté du Mali, on a le Bogolan. Quand on voit le Bogolan, c'est qu'il est originaire du Mali. Quand on va chez les Burkinabés, vous savez, le pagne avec l'oiseau dedans. Donc aussi, les Capverdiens, ils ont un pagne un peu coloré et tout ça, que généralement les Antillais le portent avec du blanc dedans et tout ça. Donc, j'ai fait des recherches sur les pagnes de ces différents pays. Et je décide alors de prendre un t-shirt blanc. Je prends une bande de 7 cm que je couds à la verticale sur le t-shirt. Et je décide de broder la carte de la Côte d'Ivoire au centre avec un morceau de chaque pagne. Donc, vu qu'il y a 10 pays, il y a 10 pagnes, et la délégation ivoirienne était estimée à 100 participants, donc ça faisait 10 par délégation. Et le principe de ce concept, quand on arrive, il y a ce qu'on appelle la présentation des délégations. C'est avec la musique, avec le drapeau du pays, et on fait un petit tour d'un défilé qui valorise en fait le pays. Donc moi, dans ma tête, quand on présente la Côte d'Ivoire, je mets le morceau de OBV de Mewé et puis la délégation ivoirienne qui part avec le t-shirt
avec en son sein les pagnes des différents pays. Ça allait susciter quoi, un engouement du genre, les Burkinabés, ça c'est notre pagne, les Maliens, les Guinéens, et ça allait faire vraiment ce que je recherchais. Cette cohésion, cette intégration, parce qu'on n'est pas sans ignorer qu'en Côte d'Ivoire, on a tous ces peuples-là qui vivent, qui travaillent ici, et nous sommes un pays d'hospitalité, donc c'était pour véhiculer ce message-là. Et donc, voici en fait comment est né le premier t-shirt, qui malheureusement n'a pas été validé par l'organisation. Et vraiment, j'étais triste parce que comme je dis, quand moi je fais quelque chose, je suis à 200% dedans. Et un soir, j'étais à table lorsque j'ai annoncé à ma femme que le projet n'a pas été validé pour X raisons et tout ça. Et elle m'a dit, mais tu ne vas pas l'abandonner pour autant. Ton logo que tu utilises, que tu dis, tu veux prendre pour faire la politique là. Prends et puis fais de ça une marque. Et comme ça, au moins on a l'appel dans cette maison. Donc voilà comment ça part. Je l'écoute, je prends le logo, je le rajoute. Donc là, avant, il n'y avait pas le logo, c'était la bande. Et je rajoute le logo en dessous. Je sors des prototypes qui sont très beaux. Et avant d'aller au Mali, je vais en Guinée-Conakry. Je rencontre des amis à qui je présente le projet. Tout de suite, ils achètent. Ils sont tellement fiers. Déjà, il faut savoir que la Guinée est un pays qui aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont adhéré au concept. Je n'ai plus de t-shirts, donc je commande des t-shirts en Côte d'Ivoire. Madame elle achemine ça au Mali. Et quand j'arrive à l'aéroport du Mali, je suis accueilli déjà comme un créateur. Je parle de la première expérience, mais à l'aéroport, presque tout le monde avait déjà porté. Les gars m'ont accueilli, j'étais très fier. Et malheureusement, la délégation ivoirienne qui n'avait pas opté pour ça, le soir de la soirée de bienvenue, quelques-uns qui avaient acheté le portent. Donc on était, je dis, en bigarré, d'autres avaient porté, d'autres n'avaient pas porté. Et c'est nous que les délégations extérieures ont vraiment apprécié le concept. Et eux, ils se sont sentis un peu mal là-dedans. Finalement, ils ont voulu acheter. Et quand je quitte le Mali, je rentre en Côte d'Ivoire. C'est un projet qui cartonne. Et je ne veux pas m'arrêter là parce que mon épouse me dit, si j'arrête, quelqu'un d'autre va prendre le projet, surtout qu'il est beau et tout. Et j'aime bien suivre Assalfo pour ses conseils. C'est quelqu'un qui inspire beaucoup. Donc le jour, tu te balades, que tu le vois, offre-lui un t-shirt, moi je vais payer. Et ça, c'est le conseil de madame? Ça, c'est le conseil de madame. Donc je trouve ça rigolo. Et bizarrement, dans la même période, il y avait la Coupe du Monde. J'étais allé faire une réunion au Sofitel, à l'Hôtel Ivoire, et je rencontre Assalfo. Je me rapproche de lui, je dis, cher aîné, excuse-moi, ce n'est pas le moment approprié pour m'approcher de vous, mais je ne sais pas comment faire. J'ai ma femme qui m'a dit, si je trouve le moyen de vous voir, de vous offrir un t-shirt, elle va payer. Donc le elle va payer là, ça crée un déclic, il dit, ah bon, d'accord, c'est où? Je dis, c'est au parking. Donc je dis, mais attends, je cours, je vais chercher. Et je viens avec 2 t-shirts, le rouge et le blanc. Je lui présente, il me dit, le blanc c'est quelle taille? Je dis S, le rouge c'est M. Bon. Il dit, mais s'il prend les 2? Il dit, mais moi ça me va, il va payer. Hein. Donc il prend ça et puis il me dit, sincèrement, on lui offre de belles choses, mais ça a du sens, c'est original, et qu'il me promet de le mettre à son prochain concert. Mais j'avoue que, sincèrement, je n'ai pas cru. Parce que j'en avais offert à des personnalités qui n'avaient pas donné le retour que je voulais. Tu t'étais dit qu'il avait dit ça juste pour être gentil. Voilà, pour être gentil. Ouais. Une semaine plus tard, mon téléphone il sonne, tout le monde m'appelle de partout. Connecte-toi sur Facebook. Je regarde, le gars il est en plein concert à Reims, il a porté le rouge, c'était bien flashy. Et donc c'était le début en fait d'une grosse aventure. Je reçois des commandes donc des ministres, en tout cas des cadres du pays. Le carnet de commandes explose littéralement. Voilà, ça part je fais quoi? J'avais fait maximum 200 ventes. Là, je pars à 3000 ventes. C'était énorme. Avec une clientèle avec même une clientèle prestigieuse. select. C'est-à-dire que je dis les t-shirts à 15 000 francs, personne ne discute. On trouve même que c'est peu pour ce que je fais. Pour la qualité du design, l'originalité. Voilà, donc ça part comme ça. Et je décide alors de faire une demande d'audience cette fois-ci à Salfo pour lui dire que le t-shirt qu'il a porté, voilà les retombées, voici ce que ça m'a fait en chiffre d'affaires. Et sincèrement, je n'ai pas de mots pour lui dire merci que de lui offrir en fait un autre projet que j'ai pensé, que j'ai nommé Mon Bled 225. C'était des t-shirts avec la carte, les images en fait des différents sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Et donc voici comment je fais mon premier t-shirt. Et puis quelques temps plus tard, quand la France gagne le mondial, il est invité sur le plateau de France 24. Il porte encore le même t-shirt et là ça continue. Voilà. Le succès ne s'arrête plus. C'est ça. À chaque fois que tu portes, enfin que tu conçois un maillot, d'abord ce que je veux savoir dans le processus de conception, est-ce que c'est toi qui dessines le maillot, qui pense aux images qui vont constituer
voilà, le design et tout ça, ou bien tu as une équipe qui travaille derrière? Alors, c'est une bonne Qui question. est le mastermind? Qui donne les idées? Je dis heureusement, malheureusement, c'est moi. C'est moi parce que en fait, avant de déléguer à quelqu'un, il faut pouvoir maîtriser son produit, ensuite inculquer ses valeurs à des personnes. Et donc, le premier t-shirt, j'ai expliqué comment il est parti. Ensuite, mon Bled 225, toujours dans la dynamique de faire la promotion de la Côte d'Ivoire, j'essaie de mettre en valeur ce que nous avons comme patrimoine. Donc, c'est de temps de réflexion, c'est des déclics. C'est-à-dire que je fais beaucoup de recherches. Comme je dis, si je veux faire quelque chose, je m'intéresse à la chose, je vais voir comment les stylistes, les créateurs, dans quel environnement ils se retrouvent pour pouvoir être inspirés davantage. Et donc, à chaque fois, je me dis, je dois sortir quelque chose. J'essaie de me mettre une pression, parce qu'on aime bien la pression des entrepreneurs. J'essaie de me mettre une pression et puis j'essaie de m'évader et l'inspiration vient. Par exemple, qu'est-ce qui avait créé le déclic, par exemple, parce que tu as eu beaucoup de succès avec les différentes sortes de maillots, supporter officiel. Le déclic est parti de quoi? Le déclic est parti de la volonté de me faire connaître. Je veux dire, me faire connaître positivement, surtout dans le domaine de la mode. Vous savez, aujourd'hui, quand on prend les pagnes batik, automatiquement on a référence à Patéo. Quand on prend, il y a plusieurs. Gilles Touré, il a ses touches, ce sont ses dessins et tout ça. C'est le lin cassé qu'il utilise. Les matières, les motifs. Voilà, les matières et les motifs. Donc, c'est le thème musical d'un artiste, quand on l'entend, on sait tout de suite que c'est. Donc, il fallait que je me démarque. Une sorte d'identité voilà, dans la création. Visuel, voilà. Donc, j'ai compris ça, il fallait que je me démarque. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé, par exemple, pour le maillot? Pour le maillot supporter officiel, déjà pour me faire connaître, je me suis dit, je vais mettre des motifs ethniques, des motifs pagnes dans un maillot. C'est vrai que les Ghanéens l'ont déjà fait, mais moi, en le faisant, je suis parti sur des touches de Bogolan, des couleurs de Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai laissé exprimer en fait quelque chose. Et je suis parti sur une matière de compétition. C'est une bonne qualité, donc j'ai aussi fait des recherches. Et le tout, comme j'ai dit, pour me faire connaître, pour attirer l'attention sur moi, il fallait que je trouve un nom qui allait susciter en fait l'intérêt des personnes pour savoir est-ce que. Et donc j'appelle ça supporter officiel. Et ça a été un tabac. Ah oui, parce que tout le monde se disait est-ce que c'est le maillot de la fédération? Est-ce que c'est le maillot officiel pour. Et donc moi j'avais peur parce que les gens commençaient à me dire mais si tu utilises des appellations comme ça, la fédération peut te poursuivre et tout. Donc en même temps ça me pousse aussi à faire des recherches pour savoir est-ce que ils ont le droit de me poursuivre. Parce que c'est aussi ça. Tu as osé appeler ton maillot supporter officiel. Et non seulement j'ose et je vais voir, je me dis bon, comme j'ai déjà une petite entrée chez Asalfo, c'est vrai que j'ai fait ça. J'ai dit, si je vais le voir et que je lui offre et que par derrière, on me poursuit, je pense qu'il va quand même dire, le petit, laissez-le. Donc, c'est ce que je fais. Et il prend le maillot, il me dit, ah, petit, c'est joli, mais attends, cette fois-ci, il ne faut pas faire photo. Hein. On a un match là, je serai invité sur l'une des plus grandes chaînes de sport, ça s'appelle Beansport, et moi, j'ai jamais entendu, en fait, pour vous dire. Et donc, il porte ça sur le plateau de Beansport et ça fait un tabac. Ça part de 50 maillots en édition limitée que j'avais sorti. En une semaine, je vends 500 maillots. À 25 000 francs, les gens ne discutent pas. 25 000 francs la pièce. La pièce. Ouais. Et donc, je vends. Et cette expérience-là m'a fait connaître. Ce qui fait qu'en 2020, avant la Covid, tout le monde m'attendait à sortir un autre maillot. Et vu l'expérience que j'ai eue... Il y a eu donc des événements qui t'ont révélé, des personnes comme Asalfo qui a été un ange. Oui, il y a eu Asalfo, il y a eu Drogba, il y a eu Feu Amadougon Koulibaly, le président de la République. Sauf qu'ils ne l'ont pas mis parce qu'ils attendaient qu'on arrive peut-être au quart de finale pour le mettre et valoriser le truc. Donc l'aventure s'est terminée plus tôt, mais je veux dire, les amis, les personnes qui ont commandé, qui ont vu que Asalfo avait porté, et ce maillot a été même imité au Black. Limite, même moi, la capacité de production, ils ont été plus rapides que moi. Ils étaient plus rapides que moi. Et ça, tu l'as vécu comme cette piraterie? Oh là là, c'est très douloureux. C'est très, très, très douloureux. J'ai eu des nuits blanches. C'est comme si tu as ton enfant et on te vole ton enfant. Tu sais qu'il a envie, il est quelque part, mais tu ne peux pas le prendre. Parce que la personne qui l'a pris a cette possibilité soit de le tuer ou de te tuer. Donc vraiment, j'étais mal. Mais je me consolais avec l'idée qu'on ne copie pas n'importe quoi, on ne copie pas quelque chose qui ne marche pas et que les grandes marques... sont toujours copiés. Donc, c'est ça que je prenais pour me consoler, mais au fond de moi, j'étais mal. Et je tenais la tête avec ça parce que tout le monde me disait, non, on va les poursuivre, on fait ci. Mais il y a même l'argent même pour les poursuivre, il n'y a pas pour produire. C'est pas bien me concentrer. Voilà, donc c'était très difficile. Et il y a eu aussi le maillot Aquaba.
Oui, à quoi bas ça vient parce que vu que supporter officiel me fait connaître, beaucoup de personnes m'attendent aux prochaines éditions et moi je me dis, vu l'expérience que j'ai eue avec supporter officiel, parce que j'ai eu des commandes, j'ai pas pu satisfaire tout le monde, j'ai perdu de l'argent. Les Ivoiriens à cette époque, quand ils jouent, tout le monde est content et dès qu'on les marque, les commandes restaient. J'ai produit des maillots avec le nom des gens derrière qui n'ont jamais récupéré. Parce qu'on n'est pas allé plus loin que ça, alors qu'ils ont commandé. J'ai essayé de les recouvrer, mais ça n'a pas marché. C'est énormément de pertes. Hein. Voilà, donc je me suis dit, je vais me calmer. Je vais travailler sur la CAN en Côte d'Ivoire. Au moins, ça c'est chez nous. S'ils n'ont pas pris, forcé, je vais pouvoir atteindre un objectif autre que les ventes. Donc 2 ans plus tôt, je commence à dessiner, je commence à penser en fait. Je dis déjà en termes d'appellation, il faut que je change, ça ne doit pas être supporter officiel. Qu'est-ce que je mets à la place de supporter officiel? Je réfléchis. J'ai dit bon, je vais appeler ça Aquaba. Aquaba pourquoi? Pour dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Chez nous. Chez nous, donc une manière de dire à toutes les personnes qui viendront en Côte d'Ivoire qu'on les accueille, les bras ouverts. Et comme le président a souhaité que ce soit la CAN de l'hospitalité, il faudrait qu'on puisse les accueillir de la plus bonne des manières. Moi, en tant que créateur, j'appelle ma collection Aquaba, première chose. Et deuxième chose, ça ne sera pas juste Aquaba, parce que faire un t-shirt avec Aquaba, c'est... Voilà, tu n'as pas besoin d'être styliste pour le faire, tu n'as pas besoin de... Voilà. Donc j'ai dit, bon, ok, je commence à réfléchir, j'ai dit, bon... Comment traduire l'hospitalité dans... Pour traduire l'hospitalité... Dans le design du maillot. Dans le design, et je dis, bon, ça sera un moment touristique. Les gens ils viendront non seulement pour la CAN, mais ils vont vouloir voir... Découvrir le pays. Voilà, découvrir le pays. Mais ils n'auront pas le temps pour faire la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que moi je peux faire de sorte à ce qu'ils puissent avoir un souvenir mais authentique et leur permettre de revenir. Voilà comment l'idée me vient de cibler différents cycles de la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc je vais au nord, je me dis qu'est-ce qu'on a comme édifice qui peut être typique au nord. Donc il y a la mosquée de Kong. Justement. Qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je récupère les images sur Internet, je fais redessiner par un graphiste, donc je paye pour ça. Je récupère le fichier. Je pense encore, quand on descend au centre, on a la basilique, qui est notre patrimoine, mais voilà, la plus grosse basilique au monde, qui est notre fierté. Je récupère également que je fais redessiner. Après, je vais du côté de l'ouest, peut-être. De l'ouest. Après ça, j'ai quoi? Je prends le Zaouli, qui est l'un des plus beaux masques. Justement. Je redessine également. Je suis parti sur quoi encore? Bon, on parle de football, donc il y a les Lekers. Que Gucci a récupéré. Donc je me dis, bon, c'est chez nous. Donc je récupère les Lekers, je redessine les Lekers. Après, je vais encore prendre quoi, le 5e pont. Bon, le 5e pont, il est venu plus tard. Mais en 2020, il n'y avait pas de 5e pont. Donc je prends, après, j'ai pris quoi, le sanctuaire marial. J'ai pris le pont Fedeb, l'entrée de Dabou, le pont qui est à Dabou. J'ai pris le sable des Ébriers. Donc j'ai pris tout de sorte à ce que des symboles qui nous identifient différentes régions de Côte d'Ivoire et qui parlent. Et donc quand je fais redessiner, je mets ça en filigrane sur le maillot. À première vue, c'était chargé. Donc j'ai dit non, je vais essayer de rendre ça plus fin, plus light et tout ça. Donc je me mets à les affiner. Et puis je mets le Aquaba ici, j'ai mon écusson que je mets là, je mets mon logo là. Et puis quand je me dis, bon, vu qu'on est dans un contexte où toutes les entreprises en Côte d'Ivoire vont vouloir communiquer pendant la CAN, qu'est-ce que je propose? Je me dis, juste en dessous du Aquaba, comme les maillots des grandes équipes, il y a toujours un sponsor, BetClick et tout ce qu'on peut imaginer. Donc je me dis, dans ce cas-là, moi je vais démarcher les entreprises aux couleurs de la Côte d'Ivoire, à savoir Orange, la CIE. Le principe pour moi, c'est de leur permettre d'avoir un gadget typique à la CAN, qui valorise notre patrimoine, mais qui également leur permet, eux, de communiquer. Comment? Non seulement avec leur logo, et juste en bas, j'ai mis un code QR qui ramène sur leur site internet. S'ils veulent communiquer durant la CAN, ils pourront dire dans telle zone, il y a telle stratégie, il y a telle borne pour pouvoir recharger vos téléphones et tout ça. Orange, par exemple, ils pourront l'application Mobile Money, Air Côte d'Ivoire, les différents vols, les différents horaires, les différents jeux, à travers le QR code. Donc voici en fait la trouvaille que je fais. Donc je décide de démarcher. Ouais, c'est génial, quand on t'écoute, ce qui est intéressant, c'est que oser, c'est aussi anticiper. Hein. Ah ouais. Parce que tu as vu l'opportunité de la CAN et tu t'es dit, 2 ans avant, il faut que j'y réfléchisse maintenant pour proposer une offre qui pourra fédérer le maximum de personnes, mais toujours avec cette conscience de vendre ce qu'on a de meilleur dans notre pays. Ça.
C'est génial. Quel est de tous ces maillots qui ont été de véritables succès de rayon, lequel t'as le plus rapporté ou a le plus rapporté à ABN Group? C'est sans, sans détour. Aquaba, c'est beaucoup de ventes. Aquaba, ça a commencé déjà. J'ai osé faire une conférence de presse pour un maillot, ce qui n'est pas donné. J'ai osé faire une tournée internationale, c'est-à-dire pour le maillot. J'ai fait une conférence de presse ici à Tiama le 3 mars 2023. Le 8 mars, j'étais du côté de la Guinée-Conakry, rencontrer la diaspora ivoirienne pour faire le même concept, conférence de presse, présenter le maillot à la diaspora pour leur dire qu'on organise la CAN, on a besoin de vous au pays, voici le maillot qu'il faut offrir à toutes les personnes qui viendront vous accompagner. J'ai été également en Suisse, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la France, je suis allé en Suède, mais tout ça, c'était pour rencontrer la diaspora à travers les ambassades, pour leur présenter le concept. Et franchement, je vais dire, on a pu voir, durant la CAN, on ne pouvait pas rentrer dans un stade sans voir un maillot Aquaba. Et qui a été bien évidemment 10 fois plus piraté que la première édition. Mais comme j'avais pris les moyens, j'avais pris les mesures par anticipation. Lesquelles mesures? J'ai été déposer le dessin modèle à l'OAPI. Alors, il y a le Comité national de la lutte contre la contrefaçon qui nous accompagne lorsque nous sommes piratés. Et c'est ce qui a été fait. On a pris pas mal de personnes qui nous ont dédommagés, pour certains, d'autres non. Ça a été une aventure très, 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 très enrichissante, pleine de rebondissements. Et Aquaba, en tout cas, a eu beaucoup de dérivés. On a sorti des potelets, on a fait des carrés de soie, on s'est retrouvé en train de vendre. Nous sommes la première marque à être vendue dans la marque la plus prestigieuse de sport, City Sport. On est chez City Sport, on est chez Go Sport, on est chez Courir. Et pour moi, je veux dire, c'était la meilleure récompense qu'on devait avoir pour un produit de cette envergure. Et à bien y regarder, tu te dis, qu'est-ce qui t'a valu ça? Je veux dire, c'est le travail. C'est le travail. Pour moi, rien que le travail, parce que à un moment, j'ai failli abandonner Aquaba. Pourquoi? Parce que Aquaba, c'est comme j'ai dit, c'est 2 ans plus tôt, avant 2023. C'est 12 voyages. C'est des sacrifices, c'est des richesses, c'est des trucs énormes. Et quand je me projette sur la communication des entreprises, que je démarche plus de toutes les entreprises qu'on peut imaginer qui ont les couleurs orange en Côte d'Ivoire, sans compter même ceux qui sont dans le jaune, qui ne trouvaient pas importance de communiquer avec la couleur du concurrent, je me retrouve avec une entreprise qui est prête à commander en exclusivité 50 000 maillots, qui par derrière, à cause d'un contrat de renouvellement avec la fédération, renonce à ce deal-là. Ça donne la migraine. Ah non, limite on allait avoir AVC. Et n'eût été un accompagnement, je dis de proximité, à savoir Marie-France Durandière et Sonia Gambello, qui sont 2 femmes qui m'ont connu dans une aventure pendant la Covid, qui sont aujourd'hui mes managers, mes mentors. C'est des personnes qu'elles ont vu que j'ai commencé à capituler. J'étais mal, mais vraiment mal. Elles m'ont dit, mais pourquoi tu as mal? Si eux n'ont pas pris, lance, fais une conférence de presse. Et au cours de la conférence de presse, tu mettras une image, l'idée de la conférence de presse, puisque j'avais tellement fait des courriers avec mon projet, que mon projet était devenu vulnérable. Tout le monde pouvait le prendre. Donc elle m'a dit, tu mettras au moins une image sur ton projet. Comme ça, les gens ils sauront que c'est toi qui as créé ça, par anticipation. Donc l'idée de la conférence de presse, c'était ça. Et après, il fallait maintenant meubler avec l'idée de pouvoir rencontrer la diaspora, pour mettre en avant maintenant les atouts du maillot. Donc, ministère du Tourisme, tout ce qui va avec. C'est intéressant, cette histoire, Arthur Bella Nguessan. Oser explorer des univers qui ne sont pas forcément nos univers de formation, se donner tous les moyens d'y arriver, innover, chercher le moyen surtout pas de l'intérêt personnel, mais aussi l'intérêt de tous, donc l'intérêt de tout un pays à travers son produit. C'est une façon aussi de révolutionner le textile, parce que un maillot avec des motifs pagne et autres, ça reste tout de même disruptif. Donc il y a cette dynamique d'innovation, et puis accepter d'écouter ou de prendre des conseils également. Quand on est au plus bas, on a le moral dans les chaussettes pour se relancer, rebondir, et puis oser aller à la conquête d'un marché qui est beaucoup plus large que le simple pays ou les simples frontières, parce que tu es en Guinée, la Suisse et tous ces pays-là. C'est une aventure tout de même très audacieuse que tu as eue là, avec Arthur. On va le dire. Et ta prochaine grande audace, ça sera quoi?
Ma prochaine grande audace. Toujours avec ABN Group. Ça, c'est une audace même qui me dépasse, mais pour ne pas que ça reste dans mes mémoires sans pouvoir le faire, c'est de créer l'une des plus grandes usines de production de tenues professionnelles en Côte d'Ivoire, avec une capacité de livraison de 1000 pièces par jour. Combien de pièces ont été vendues en ce qui concerne Aquabar? Ça reste un secret? Ouais, on va estimer entre 20 000 et 30 000 pièces. C'est déjà génial, ça. Avec 25 000 francs par pièce, c'est ça? Ouais, mais après, vous savez, il y a des... Avec d'autres coûts de production aussi. Avec non seulement les coûts de production, mais après, il y a des revendeurs, il y a des distributeurs comme City Sport qui avaient des ventes homologuées. Il y avait des représentants légaux dans d'autres pays qui prenaient à des coûts. Donc, en fait, 25 000 c'est le prix officiel. Mais après, vous savez... Voilà. Ouais. On n'achète pas 25 000 pour vendre à 25 000. On a aussi appris des termes avec toi. C'est quoi une tenue professionnelle? Une tenue professionnelle, c'est la tenue qu'on porte pour pouvoir exécuter un travail, je veux dire, pour des personnes qui sont dans le bâtiment. Ils ont des tenues qui sont appropriées à leur métier. Dans l'électricité également, il y a des tenues qui ne prennent pas du feu. Les pompiers, voilà, la tenue qu'on porte pour pouvoir exécuter une tâche dans un milieu donné. Ouais. Les jeunes Ivoiriens ou même Africains qui nous suivent devraient s'intéresser aussi au textile et le repenser peut-être, comme tu le fais. Ouais, il y a quelqu'un qui me disait une fois, le textile c'est le début, c'est le pendant et c'est l'après. Pourquoi? Parce que quand on est nu, on nous habille en fait. Et après, quand on évolue, à tout moment de notre vie, on s'habille. Moi, je devais venir à cette émission, j'ai fait cette chemise spécialement pour venir à cette émission, parce que je suis dans le domaine. Vous devez vous marier, vous ne portez pas la même tenue. Vous devez aller aux funérailles. Donc, à chaque moment de notre vie, on a une tenue à porter. C'est un marché permanent. C'est un marché permanent. Et quand on décède, on est aussi habillé. On est enveloppé. On est enveloppé. Même pour d'autres personnes, on les habille carrément avec la dernière tenue qu'ils auraient souhaité. C'est clair. Donc, à tout moment de notre vie, on s'habille. Donc, pour moi, c'est un projet de toutes les générations, de tous les temps, de tous les âges. Non, pas tout ce que j'ai eu à explorer comme business dans ma vie. Moi, je pense que j'ai eu le bon filon et je m'accroche, quoi. Ouais. C'est très difficile, mais vraiment très difficile, parce que là, je parle avec beaucoup d'aisance aujourd'hui. Mais il n'y a pas que la commande qui a failli capoter. Mon atelier a pris feu. Mon atelier a pris feu à quelques jours de la canne. Mais après, bon, d'autres personnes auraient mis ça sur le compte des attaques, mais moi, je ne rentre pas dedans. Il y a plusieurs situations. Tes travailleurs qui commencent à calculer ton argent par rapport au logo de l'entreprise que tu es en train de coudre, et automatiquement, ils se font une petite grève chez toi, ils ont un syndicat, ils commencent à te dire que le contrat que tu les as fait signer, c'est un contrat de stage de perfectionnement, donc ils vont se comporter comme des stagiaires. Vraiment, il y a des choses. Et comment tu adresses tout ça? À qui? À ceux qui veulent? Non, comment tu adresses ce genre d'imprévu, d'inattendu? Déjà, la vie est toujours faite d'imprévus. Nous sommes, moi, je me considère comme un guerrier et je vais en guerre. Moi, peu importe la situation qui est face à moi, la seule chose, si quelqu'un il observe, je peux dormir debout, en fait. Moi, quand je suis assommé, je sommeille, mais vraiment, sommeil profond. Et je dors, ça ne dure même pas 15 minutes. Quand je me réveille, j'ai les idées. Voilà, c'est d'accepter la situation, parce que pendant que je sommeille, si je veux forcer que je prends la voiture, c'est sûr que je fais un accident. Si je veux répondre à une question, bien à quelqu'un, là dans mon état, là, je lui parlais mal. Donc, pour moi, le sommeil, ça me permet de revenir à moi-même. Et puis, quand je reviens, j'essaie de... Donc, chacun, il faut s'écouter. Voilà, il faut s'écouter, il faut prendre vraiment, il faut se connaître. Et moi, je pense que c'est des situations, quand elles arrivent comme ça ne va pas te tuer, ça te rend plus fort et il faut trouver juste le bon truc pour t'accrocher. Je suis en train de chercher le bon truc pour terminer cette émission. Alors je me dis, je vais d'abord commencer par remercier tous ceux qui nous ont suivis. D'accord. Et leur rappeler qu'on se retrouve encore pour un autre épisode bientôt de ce podcast spécial pour ceux qui osent. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, alors Arthur Bella Nguessan, pour ceux qui osent, ton plus grand conseil c'est? Alors ceux qui osent, soyez vrai dans ce que vous faites, soyez déterminés, faites beaucoup de recherches, et puis tout simplement, c'est-à-dire comme on dit, quand ça devient difficile, au bout de l'effort, il y a la récompense. Donc il faut se dire qu'on a des personnes qui nous regardent, on a la famille qui compte sur nous, et quand on a toutes ces personnes derrière nous, on n'est pas seul. Donc on ne doit pas prendre des décisions pour soi-même. Ça y est, tout est dit. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve pour un prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, la réussite sourit toujours.
à ceux qui osent.